Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Clippers de Los Angeles et de leur récente série de victoires, de Joel Embiid et de sa saison MVP incontestée pour le moment. On va aussi parler de Bilal Coulibaly, l'autre rookie tricolore dont on peut être fier. Et on va commencer par aborder l'actualité avec mon invité du jour, Charles, évidemment. Bonjour Charles. Salut Josh, salut à tous. Alors Charles, j'aimerais commencer ce podcast avec un petit clin d'œil de la part de David qui m'a corrigé sur le podcast de la semaine dernière où j'ai annoncé que Tyrese Haliburton a joué 6 saisons en NBA, enfin était dans sa 6e saison, et non, il est dans sa 4e saison. Et voilà, j'ai eu un blackout sur le nombre de saisons jouées par Haliburton en NBA. Donc voilà, merci David pour ta vigilance. Il est tellement mature dans son jeu que effectivement on pourrait le voir vieux qu'il ne l'est. Ouais, on a l'impression qu'il joue avec 15 ans dans les pattes, 15 saisons dans les pattes. Enfin bref, c'était appréciable. Merci David, qui a réagi sur la chaîne YouTube. Charles, dans l'actualité, je voulais parler avec toi du retour de Ja Morant, game winner face aux Pelicans dans un match où Memphis a été mené de 24 points, un match complètement déglingo. Ja Morant nous fait une pirouette dans la raquette pour donner un avantage décisif à son équipe. Ils ont joué contre Indiana la nuit dernière, premier match de Ja Morant à domicile pour son retour. Toute l'attitude de cette équipe a changé depuis qu'il a mis un orteil sur le parquet, Charlie. Oui, c'est absolument. Alors, ce que tu viens de dire est tout à fait vrai. On savait que sa présence allait changer beaucoup de choses pour son équipe. Mais c'est fou quand même. Ah, c'est dingue, c'est dingue. C'est pas un peu quoi, c'est complètement quoi. C'est complètement dingue et puis en plus le retour est tellement réussi, le scénario est rêvé, tu l'as dit, 34 points, 6 rebonds, 8 passes, 50% au shoot, la victoire au terme d'un scénario où il remonte plus de 20 points. Tu peux pas rêver mieux. La nuit dernière face à Indiana, alors statistiquement, il est moins impressionnant, mais c'est une deuxième victoire consécutive, ce qui n'était arrivé qu'une seule fois cette saison pour Memphis. C'est une très très bonne nouvelle et ouais, on sent que son retour change absolument tout. En fait, ça change l'ambiance autour de la franchise. Le match la nuit dernière, là, pour son retour sur le parquet du FedEx Forum, on sent que les fans n'attendaient que ça. En fait, on a l'impression que la saison de Memphis a démarré. Commence. Voilà, ouais. C'est ça, avec le retour de Ja Morant. Le soulagement de Desmond Bane qui tout d'un coup a des shoots plus ouverts qu'il ne l'a jamais eu depuis le début de la saison. Ça me fait tellement rire. Mais ouais, c'est cool. J'espère que cette équipe de Memphis va remonter la pente. Ouais, il faut déjà. Ça peut être très très fun. Ouais, ça peut être très très fun. Il faut que les blessés reviennent parce que là, malgré cet enchaînement de succès, il manque encore du monde, à commencer par Marcus Smart. Ja Morant, il va aussi avoir besoin de temps pour retrouver le rythme de la compétition, c'est normal. Hein, le dernier. Il va avoir des hauts et des bas. Ouais, c'est ça. Ça faisait quasiment 9 mois qu'il n'avait pas joué de match officiel, il me semble. Alors, ok, il n'était pas blessé, donc il s'entraînait, etc. Mais on sait très bien que rien ne remplace le rythme de la compétition. Et d'ailleurs, à la fin du match contre les Pelicans, on a bien vu qu'il était entamé physiquement. Voilà, maintenant même pendant le match. Hein. Ouais, oui, bien sûr, il y avait des moments où on voyait qu'il cherchait son souffle. Maintenant, la vraie question pour ces Grizzlies-là, c'est de savoir s'ils vont pouvoir remonter la pente, retrouver les places qualificatives pour les playoffs. En l'état, ils ont pas mal de retard sur les 10 premiers, si on inclut les équipes qui vont au play-in, mais bon, c'est une drôle de situation. Moi, je pense qu'il y a pas mal d'équipes à l'Ouest qui doivent regarder ça d'un drôle d'œil, parce que cette équipe-là au complet, avec un Ja Morant revanchard, Jaren Jackson Jr. qui continue de progresser, Marcus Smart qui a une expérience des playoffs énorme, personne n'a envie de les jouer au premier tour. Imagine... C'est ça, et ils vont sûrement venir jouer au bowling dans le classement de la conférence Ouest, clairement, parce que Memphis, qui auparavant dans ton calendrier était une équipe qui te disait potentiellement c'est une victoire acquise, là maintenant ça va être oh là là, j'ai pas envie de me les farcir quoi. Ouais, mais même imagine les équipes, imagine là les Wolves ou le Thunder continuent leur très belle saison et finissent sur le podium à l'Ouest et au premier tour ils scoltinent les Grizzlies. Enfin, c'est pas un cadeau. Bon après tu me diras il y a pas beaucoup d'équipes cadeaux à l'Ouest, mais bon ce serait un tirage un peu dur. Écoute, on va voir. Là, d'ici la fin de l'année, ils ont 5 matchs, dont 4 à l'extérieur. Ils vont jouer Atlanta, les Pelicans, les Nuggets, les Clippers et ils reçoivent Sacramento le 31 décembre. Dans le lot, il y a 4 équipes qui sont mieux classées qu'eux dans leur conférence Ouest. Donc, on verra en fonction des résultats sur cette fin d'année-là. On en saura plus sur leur perspective pour la suite de la saison. Mais ça va être marrant de suivre ça. Merci Charlie, tu viens de me donner très envie de suivre un premier tour Memphis contre OKC. Ouais, ce serait dingue, hein. Je vais être complètement omnibulé par ça. Je voulais aussi parler de la récente performance de Stephen Curry contre Boston, victoire en prolongation des Warriors, match totalement incroyable, un Stephen Curry époustouflant, un tir à 3 points dans les dernières minutes.
J'étais scotché, Charlie. Ouais, pas J'étais les mots. scotché devant cette perf et voilà, incroyable. Ouais, bah, la semaine dernière, on a remis en question son leadership vis-à-vis des dérapages répétés de Draymond Green. Cette semaine, il nous a rappelé quel joueur phénoménal il est sur le parquet. Et pourtant, il sortait d'un match vraiment compliqué face à Portland où il avait rien mis dedans, 0 sur 8 à 3 points. Il avait d'ailleurs terminé sa série de matchs consécutifs avec au moins 3 points inscrits à cette occasion. Sa série, quand même, pour le noter, durait depuis plus de 5 ans et 268 matchs. C'est une petite anecdote. Et ouais, face à Boston, il a été monstrueux alors qu'il était handicapé par les fautes dès le troisième quart-temps. Il a su rester dans son match. Et il Il a a joué je sais fait pas combien de minutes avec 5 fautes en fin de ouais, rencontre, c'était impressionnant. ouais, et puis c'est une victoire importante parce qu'elle permet à Golden State de rester sur une série positive et surtout de rester au contact des places qualificatives pour le play-in. Ils sont sur une trajectoire inversée par rapport aux Lakers qui sont juste devant eux au classement puisque les Lakers sont sur 4 défaites là où les Warriors sont sur 3 victoires. Donc à voir, ça va être intéressant aussi. Et Steph Curry, quel joueur exceptionnel. On n'a plus les mots, mais c'est chaque saison il nous sort des trucs hallucinants. Et bonne nouvelle aussi côté Warriors, c'est Klay Thompson. Je sais pas, j'ai pas envie de m'emballer trop, mais il semble remonter un peu la pointe de son nez là vers le soleil. J'ai l'impression qu'il est en train de reprendre un peu des couleurs. Je sais pas combien de temps ça va se maintenir, mais on verra bien. Même Andrew Kum- Wiggins. ouais, Andrew Wiggins Ouais, aussi. Portland, il fait un gros match en sortie de banc. C'est notamment lui qui compense les échecs de Steph Curry. Complètement. Parce que- Kuminga est pas dégoûtant ces derniers temps. Il y a une vraie révélation. Encore une fois, après Podziemski, c'est Trace Jackson Davis qui arrête pas de pondre. Enfin, Pile électrique. le contre qu'il allait balancer sur Jalen Brown en prolongation était Ouais. absolument. D'ailleurs, tu vois bien, Stephen Curry tout de suite. Je sais plus, c'est à la fin du match ou après le contre, il allait voir et il lui dit mais super quoi. Ouais, non, il a plus Et encore déjà le rien. match auparavant face à Portland, Jackson Davis avait été très bon, très solide. Tout à fait. J'ai l'impression que Steve Kerr est en train de se dépatouiller avec sa rotation et en train de trouver quelques réponses. Est-ce que ça va être possible de tenir dans le temps, dans la durée? On verra bien. En tout cas, c'est assez intéressant ce qui est en train de se passer du côté des Warriors. Ouais, à suivre, effectivement, les ajustements qu'il a fait, pour l'instant, semblent être payants. À voir ce que ça va donner sur la durée. Là, ils ont du solide, hein, sur la fin d'année. Pareil, les Warriors, ils vont d'abord jouer Washington et Portland, donc ça devrait aller. Par contre, après, ça enchaîne Denver, Miami, Dallas. Ces 3 matchs-là, ça va être du costaud. Tout à fait. Je voulais également parler de Mitchell Robinson côté Knicks qui est out pour la saison, opération de la cheville. Les Knicks ont demandé une exception de 7,8 millions de dollars pour compenser cette perte. Une perte majeure, on est d'accord, Charlie. Oui. Le mec est impressionnant au rebond. On a bien vu l'an dernier en playoff l'importance qu'il a sur le terrain pour cette équipe. C'est dommage pour les Knicks. Oui, c'est très dommage, il va leur manquer. Écoute, à voir comment ils vont pouvoir le remplacer, parce que j'imagine que l'exception, ils l'auront. Bon, c'est pas facile de remplacer un joueur comme lui avec son importance. On va voir. Bon courage à Tom Thibodeau pour s'adapter, hein. Ouais, as usual. Et puis, on verra comment les Knicks, effectivement, trouvent ces solutions. Et puis, voilà, dernier clin d'œil sur l'actu. Détroit qui a enchaîné sa 25e défaite consécutive. Il se rapproche du record des 26 enregistrés par les Cavaliers en 2010-2011 et les Sixers en 2013-2014. Les Sixers ont le record officiel qui est à 28 défaites consécutives, mais ça s'est fait sur 2 saisons, 2014-2015, 2015-2016. Quel souvenir horrible. Quel souvenir horrible, ouais, c'était la purge avec Sam Hinkie qui était aux commandes et qui essayait de gratter des premiers pics de draft. Ouais. On s'en souvient tous, finalement, ouais, bref, on va pas revenir sur ça a marqué on va la pas belle faire, époque. à la limite, on pourra en parler tout à l'heure quand on parlera de Joel Embiid. Mais bref, c'était un peu atroce de d'entendre les supporters chanter "Sell the Team" en direction de Tom Gore et des partenaires, les propriétaires du club. J'ai l'impression, je sais pas quoi dire de cette équipe. Ils ont commencé les 4 premiers matchs de la saison, c'était fun, et après c'est complètement parti en lambeaux cette histoire. Le coaching de Monty Williams je continue de me gratter la tête sur ses rotations, sur ses choix en termes de personnel, qui est sur le terrain. Là, il y a Bojan Bogdanovic qui est revenu.
ça change pas des masses des choses, je sais pas, trop bizarre. Ouais, et puis Monty Williams, il a l'air d'être en dépression, hein. Enfin, quand tu l'entends en conférence de presse après, ça a vraiment pas l'air d'être la joie pour lui. Bon, encore heureux, tu me diras, vu les résultats, mais... Mais ils ont fait le Ouais. forcing en fait Détroit pour le faire venir, ils lui ont fait un pont d'or, il a pas pu refuser. Mais tu sens que ça a été forcé cette histoire. Lui voulait prendre une année sabbatique pour se refaire, et je pense que c'est ce qu'il aurait dû faire pour peut-être gagner en fraîcheur et prendre du recul par rapport à son expérience à Phoenix, quoi. Ah, je pense que s'il avait su, oui, il y serait pas allé, mais c'est vrai que ouais, quand tu vois le dernier match là contre le Jazz où il y a pas, je crois qu'il y a tous les titulaires du Jazz sont absents et où ils y arrivent pas, c'est assez terrible. C'est assez Mm. terrible et franchement réussir à faire pire que les Spurs cette saison, que les Spurs et les Wizards, bien joué les gars, bien joué. Ouais, incroyable. On va parler du premier grand sujet de ce podcast, les Clippers de Los Angeles qui ont débuté l'ère du système James Harden par 5 défaites consécutives. On s'en souvient très bien, hein, les petits malins comme moi, on a bien rigolé. Puis Tyronn Lue a modifié son 5 majeur. Il avait dit, hein, donnez-moi une dizaine de matchs pour que je puisse à peu près savoir quoi faire. Ouais. Finalement, Enfin, au début, il voulait pas changer, hein. C'est grâce à Westbrook qui a dit, moi, je sors du banc quand même. je pense qu'il y a c'est une gestion de personnel. Je pense que on peut aussi dire que quelque part, il est peut-être malin de pas forcer les choses et de laisser naturellement les choses se produire. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est un mec qui il sait ce qu'il fait et il sait comment manier les égos. Mais Ça, bon, c'est vrai. Ça, je pense que t'as raison. C'est vrai. je pense pas que ça soit du pur hasard. Mais bon, Non, mais il lui a quand même retiré une belle épine du pied, tu vois. tout à fait, tout à fait. Mais je pense que c'est un dialogue. Je pense que c'est aussi des relations que tu crées avec les joueurs. Et s'ils n'avaient pas une bonne relation, lui et Westbrook, je suis pas sûr que ça se passe. Ouais, et puis si En tout Westbrook cas, n'était pas un joueur aussi mûr, le Westbrook d'il y a quelques saisons n'aurait probablement pas dit ça, quoi. probablement pas. Et puis voilà, aujourd'hui, la priorité de Westbrook, c'est clairement de vivre à Los Angeles, je pense. Euh, donc voilà. Et effectivement, c'est lui qui l'a mis sur le banc en faveur de Terrence Mann. Et depuis ce changement, les Clippers étaient à 13 victoires, 3 défaites avant cette défaite face au Thunder la nuit dernière, sans Kawhi Leonard, je tiens à le préciser. Oui, c'est important. Ouais. Voilà, parce qu'ils jouaient, ils étaient sur un back-to-back, donc forcément, Kawhi était mis au repos. Enfin, forcément. C'est un peu l'habitude avec Kawhi désormais. Ils ont quand même derrière eux une série de 9 victoires consécutives, le tout avec un net rating dans le top 3 de la ligue sur cette période. Le 5 majeur composé de Harden, Kawhi Leonard, Paul George, Zubac et Terrence Mann est un des plus redoutables de la ligue si tu regardes les net ratings selon NBA.com en termes de minutes jouées. Hein. Le banc avec Russell Westbrook parvient à maintenir le score à l'équilibre, ce qui permet aux titulaires de profiter pleinement de leur période de repos sur le banc, élément excessivement important dans cette équipe. Je trouve, Charlie, que l'état d'esprit général est bon. La balle circule. Franchement, j'ai été assez étonné des derniers matchs, notamment de la part des Clippers, où je trouve qu'il y a une vraie cohésion d'équipe. Et franchement, je m'attendais pas à ça forcément. Il y a quelques isolations par-ci par-là, tout à fait normal étant donné le personnel qui est sur le terrain. Cette équipe joue un basket que je trouve plutôt sympathique, énergique. Je terminerai en soulignant le fait que Kawhi Leonard, sur les 10 derniers matchs qu'il a joués, marche littéralement sur l'eau avec un rendement digne d'un joueur top 5 de la ligue. Charles, est-ce que tu es surpris par ces Clippers? Alors, oui, parce qu'effectivement, je m'attendais pas forcément à ce que ça fonctionne aussi bien. Moi, le premier élément à propos de ces Clippers dont je veux parler, c'est le dernier élément que tu as mentionné, c'est Kawhi Leonard. C'est hallucinant. Je suis tellement heureux de retrouver le vrai Kawhi, celui qui pèse tellement des deux côtés du parquet, capable de défendre n'importe qui, de scorer sur n'importe qui, fiable dans les moments clutch. Je peux donner les stats vite fait de Bien Kawhi, sûr. juste Ah vite fait. bah, avec plaisir. Ouais. Les stats bruts, hein, on va me dire, ouais, c'est pas des stats avancées et tout ça, ok, pourquoi pas, mais rien que les stats bruts, 29 points de moyenne, plus de 29 points de moyenne, plus de 60% au tir, 50% à 3 points, 95,7% au lancer franc. 6 rebonds, 4 passes et plus d'une interception par match. Le mec est juste complètement hallucinant. Bah ouais. En fait, pour moi et pour beaucoup, je pense, Kawhi sans ses blessures, c'est le meilleur two-way player de la ligue dans le sens où il est omniprésent des deux côtés du parquet. Et vraiment le revoir à ce niveau, c'est du bonheur pour tous les fans NBA. Maintenant, bah c'est toujours la même chose. Il faut espérer que ça dure parce que j'oublie pas que la saison dernière également, il était revenu en très très bonne forme au moment d'aborder les playoffs
Il avait entamé la série face à Phoenix à un très très haut niveau avant de louper les 3 derniers matchs sur blessure. C'est ça qui est terrible en fait avec Kawhi, c'est qu'à chaque fois qu'il revient à ce niveau-là, on est rempli d'espoir à l'idée que ses soucis de blessure soient enfin derrière lui, mais on finit toujours par être rattrapé par la réalité. Mais bon, là, il faut en profiter. Il est à un niveau exceptionnel, tu l'as dit, il marche sur l'eau dans une équipe qui fonctionne extrêmement bien. Harden a retrouvé le rythme de la compétition, il a retrouvé des couleurs, il montre qu'il est toujours capable de prendre feu comme il l'a fait contre Indiana il y a quelques jours, là, avec un match à 35 points, 9 passes, à 8 sur 11 à 3 points. Et un gros quatrième quart-temps, Ouais. absolument dominant, quoi. Dans les stats avancées globales, les Clippers sont pas particulièrement spectaculaires parce qu'ils payent leur mauvais début de saison. Je crois qu'au global, ils sont autour de la 9e place en termes d'attaque et de défense, mais comme tu l'as dit, sur leur série de victoires, les chiffres Oui, sont depuis, bien en fait, meilleurs. voilà, le top 3 net rating, c'est depuis le changement de Voilà, 5 de majeurs. 5 majeurs, exactement. Et c'est le bon ajustement qui a été fait. Donc ouais, c'est super. Alors oui, cette nuit, ils ont perdu contre le Thunder, mais Kawhi était pas là. Tu l'as dit avant ça, il y a une série de 9 victoires, avec notamment des victoires face à Denver, Sacramento, Dallas, New York, Indiana. Enfin bref, c'est des équipes sérieuses. Ils ont pas joué les Wizards et les Pistons en boucle. Donc Et puis il y a la manière, il y a la oui, bien manière, sûr. il y a la manière. Moi, c'est surtout la manière qui me sidère le plus, en fait. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord et je suis content aussi pour Tyronn Lue parce que moi, je l'avoue, je fais partie de ceux qui ont douté à un moment du fait qu'il puisse trouver des solutions après le trade d'Arden. Tu l'as dit, il est très bon pour manager les égos, mais il a aussi un peu la réputation de ne pas aller à l'encontre des stars. Et donc moi, j'avais un peu peur qu'il s'acharne avec ce 5 majeur-là en ne voulant pas forcer une de ses stars à sortir du banc. Et donc voilà, moi je pense qu'il a probablement été aidé par la décision de Russell Westbrook de sortir du banc. Comme tu l'as dit, c'est peut-être parce que lui a bien managé les égos, je sais pas. Mais en tout cas, il a réussi à trouver un équilibre avec cet effectif et il faut lui donner du crédit pour ça parce que c'était pas si simple hein, au moment du trade. Quand on a regardé l'effectif des Clippers, on se disait bon bah ça va pas être facile de trouver un bon équilibre. Et il l'a fait et pour le moment ça fonctionne très bien et ouais j'ai hâte de voir jusqu'où ils vont aller parce que là ils sont très bien remontés, ils sont 5e à l'Ouest, ils sont quand même pas très très loin du podium. Bon bah c'est très hâte de voir la suite pour eux parce que ça joue bien et que c'est chouette de voir ça et puis surtout il faut profiter d'avoir un Kawhi Leonard à ce niveau-là. Vraiment Complètement. c'est le bonheur. Et il faut rappeler le fait que Mason Plumlee est blessé et qu'il manque cruellement à cette équipe. Le recrutement de faire venir Daniel Theis, à l'époque quand ils l'ont fait, je l'avais rapidement évoqué dans le podcast, et j'avais espéré que ça soit une bonne pioche du côté des Clippers. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attendais. Et effectivement, quand tu écoutes Tyronn Lue parler, il explique bien que la perte de Mason Plumlee leur a coûté sévèrement, notamment en termes de taille. Et d'ailleurs, ça reste une équipe qui reste avec ce problème-là. C'est peut-être leur plus gros problème, le problème de taille, je trouve. Tu vois, face au Thunder hier, la nuit dernière, j'ai trouvé que ça ressortait plutôt pas mal, quoi. Il Ouais. n'y avait pas Kawhi Leonard, bien évidemment, et Kawhi Leonard aujourd'hui, il arrive presque à jouer un small ball fort, genre, si ça existe. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un des problèmes, quoi. Face à des équipes comme Minnesota ou Denver, j'ai peur que pour les Clippers, ce soit pas toujours facile à l'intérieur. Ouais, Mais je le suis assez retour de Mason Plumlee sera probablement très important. Daniel Theis sera toujours là, très logiquement. Donc il y aura un gain de taille. Et l'autre chose dont je voulais parler, enfin, hormis le fait que, enfin, je vais peut-être commencer par parler de James Harden. Après, je voulais parler de Terrence Mann, mais les deux vont de pair. James Harden, je retrouve le James Harden des Brooklyn Nets plus que celui des Sixers, où les Sixers, le fait qu'il y ait Joel Embiid, ça rendait son jeu c'est encore très différent, je trouve. Mais le James Harden des Nets qui organise comment dire, la distribution de la balle sur le terrain, qui pousse les bons boutons, qui vraiment, je sais pas comment te dire. Enfin, tu sens il a une compréhension du jeu qui est, enfin, on le sait ça, hein, qui est élite. Mais sa façon de mettre tout le monde en ordre de marche sur le terrain est quand même assez impressionnante. Oui, et puis il est extrêmement propre. Enfin, il a ses meilleurs pourcentages à 3 points, je crois, de toute sa carrière. Ça fait, je crois que ça fait 10 ans qu'il n'a pas perdu aussi peu de ballons. Enfin, non, il est très très propre.
aussi parce qu'il est dans un système qu'il apprécie visiblement et où ça se passe extrêmement bien. Il est bien entouré, il comprend bien ce qu'implique ça, enfin, ce qu'on lui demande. Donc ouais, c'est une. Je vais pas dire que c'est une bonne surprise parce qu'on sait qu'Harden il est capable de s'adapter quand même. On l'a vu à Philadelphie, il s'est adapté. Mais effectivement, je l'attendais peut-être pas aussi propre aussi vite. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un rôle aussi clair et aussi bien défini aussi rapidement. Voilà ce que Ouais, j'essayais de voilà, dire je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Ouais. en, en piétinant un petit peu tout à l'heure. Et ça, c'est aussi le le crédit de truc Tyronn. oui, complètement. C'est-à-dire qu'il a mis la balle dans les mains de James Harden et il le laisse faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire créer des shoots pour lui et créer des shoots pour les autres. Et la faculté qu'il a dans la création pour autrui sur le terrain est absolument incroyable. Et un des points qui m'inquiétait le plus au tout début de son arrivée aux Clippers, c'était comment Terrence Mann a eu énormément de mal à trouver sa place. Quand bien même, mais au début, il a été, dès le départ où il a été mis dans le 5 majeur, hein, et que Westbrook a été mis sur le banc. Les premiers matchs, c'était encore très compliqué. Et là, en ce moment, quand tu les vois jouer tous les deux, ils ont développé un espèce de jeu, lui et Terrence Mann et James Harden, avec un espèce de short roll où James Harden laisse venir des espèces de prises à deux ou de trappes assez haut finalement derrière la ligne des 3 points. Il passe à Terrence Mann. Terrence Mann se retrouve rapidement en tête de raquette et à partir de là, Terrence Mann est un joueur assez talentueux pour faire les bonnes passes, prendre le shoot, faire un flotteur, enfin bref, faire ce qu'il faut avec la balle quoi. Ouais, Et il a vraiment trouvé sa place dans cet il y a effectif. des schémas de jeu qui sont incroyables. Paul George et Kawhi Leonard, moi qui pensais qu'ils allaient être comment dirais-je, un peu marginalisés, on va dire, sur le terrain, c'est-à-dire moins impliqués dans le jeu, peut-être parfois même spectateurs de ce qui se passe sur le terrain. Eh bien, pas du tout. Le coaching staff a réussi à créer une espèce de mouvement permanent. Je trouve qu'il y a beaucoup de mouvements sur ce terrain, alors qu'il y a James Harden et parfois Russell Westbrook ensemble sur le terrain, quoi. Ouais. Et c'est vraiment une belle surprise. Ouais, et puis c'est cool parce que Terrence Mann, enfin, en fait, son profil fait sens dans le 5, tu vois. C'est une évidence, en fait. Dès qu'on a vu ce 5 avec Harden, Westbrook, Paul George, Kawhi et Zubac, on se disait tous que le profil qui manquait, c'était celui de Terrence Mann, tu vois. C'était logique. Et effectivement, au début, ça a été un peu compliqué, et puis petit à petit, chaque pièce a trouvé sa place. Et c'est intéressant parce que cette équipe, elle a forcément une marge de progression, hein. Mine de rien, Tout à fait. 5 de départ là, ça fait quoi? Ça fait ils ont une vingtaine de matchs, un truc comme ça, je pense. Pas Un beaucoup. truc comme ça, ouais. Ouais, Et, tout euh, à et, fait. et donc ouais, ils vont forcément continuer à monter en puissance et c'est intéressant de voir ça. Et puis dès la nuit, non pas cette nuit, mais la nuit suivante, les Clippers reçoivent Boston. Match à ne pas louper. Ouais, complètement. Complètement. Franchement, cette équipe est très surprenante. Pareil que pour ce que tu disais pour Memphis tout à l'heure, c'est typiquement un club que personne n'aura envie de rencontrer. Enfin, un club, une franchise que personne n'aura envie de rencontrer Ouais, mais eux, en s'ils playoff, quoi. continuent à monter en puissance, ils seront tout en haut de la conférence à la fin de la saison régulière. Tu vois, là, ils sont déjà cinquième. Le podium est vraiment pas loin. Sauf souci de blessure, tu vois, si Kawhi se met à louper 10-20 matchs, là, on en reparlera. Mais Oui, c'est bien ça la question. Ouais. De bah ouais, mais toute si façon, ça n'arrive c'est ça pas, la question centrale de la saison des Clippers au bah final. bien sûr. Ah moi, je te dis, moi, je m'enflamme plus parce que la Tout saison à fait. dernière en playoff, j'attendais tellement impatiemment de voir Kawhi contre les Suns, et au bout de 2 matchs, c'était déjà terminé. Et c'est ça la frustration avec Kawhi quelque part. Je veux dire depuis un bon moment maintenant, on a toujours eu cette déception de le voir un moment ou un autre blessé. Depuis Bien son sûr. titre avec Toronto, c'est quasiment permanent, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et là, quelque part, moi, c'est pareil. Je suis comme toi. Je me dis, bon, je m'emballe pas. Ce qu'il est en train et c'est pour ça que je suis en train d'en profiter Mais c'est exactement. à fond en ce moment. C'est pour ça qu'il faut profiter à fond. Ouais. Mais je me dis, bon, quand est-ce qu'il pète, quoi? C'est Et, triste, c'est horrible. ouais, c'est assez triste, ouais. Bah ouais, ouais, il est tellement fort. Enfin, Je pense que j'ai jamais espéré autant avoir tort concernant un joueur, quoi. J'aimerais vraiment que Kawhi puisse souffler au moins une saison entière, quoi. bah ouais, je pense qu'on l'espère tous parce que c'est un joueur qui, enfin, en fait, le niveau offensif qu'il a atteint avec les années. Enfin, rappelez-vous du joueur qu'il était sur ses 2-3 premières saisons NBA
et regarder le niveau offensif qu'il avait, bah, par exemple, la saison du titre à Toronto, c'est hallucinant. C'est hallucinant, vraiment. Les moves qu'il avait. Par moment, on avait l'impression de revoir Kobe, bon, peut-être Jordan pour les plus vieux, mais sur certains moves, on avait vraiment l'impression de voir les plus grands attaquants de la ligue, quoi. Tout en ayant conservé un niveau défensif hallucinant. Enfin, ouais, c'est moi, extraordinaire. C'est principalement sa capacité à maîtriser un match qui m'impressionne. Et des deux côtés du terrain, comme tu l'as dit. Sa gestion du rythme, ouais. Bah ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'il a une domination offensive et défensive. Le poids qu'il pèse sur ce qui se passe sur le parquet quand il y est, c'est assez peu commun quand même. En fait, c'est rare de voir des joueurs qui pèsent à ce point de façon aussi évidente sur l'issue d'un match, quoi. En fait, c'est un joueur qui a tout. Il a tout, ce joueur, tu vois. Et des joueurs qui ont tout, en fait, il y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la NBA. C'est factuel, tu vois. Même un mec que toi et moi, on considère comme le meilleur joueur de la ligue depuis 4-5 ans, Jokic, il a pas du tout cette dimension défensive, par exemple. Kawhi est un joueur qui a tout ce dont un très très bon joueur de basket a besoin. Et c'est dingue, c'est dingue. C'est tellement triste. C'est tellement triste que sa carrière soit à ce point-là bousillée par les blessures à répétition. Mais complètement, parce que ça place même dans les discussions historiques pour ceux que ça intéresse. Forcément, elle est totalement modifiée en raison de son historique de blessure, quoi. Évidemment, bien sûr. Donc, et c'est assez frustrant de voir le niveau d'excellence qui est le sien et de se dire qu'on n'en a que des bribes depuis de nombreuses saisons maintenant, depuis trop longtemps. Ouais, bah depuis 5 ans, quoi. 5-6 ans. En fait, Kawhi, il nous offre que des échantillons, quoi. Mais jamais le parfum en entier, quoi. Exactement. C'est parce que c'est les fêtes, c'est pour ça. On va parler de Joel Embiid, s'il te plaît. On va enchaîner sur Joel Embiid, élu MVP l'an dernier, et ce malgré des gens comme moi qui étaient persuadés que Nikola Jokic méritait une 3e couronne consécutive. Oui, c'est vrai. Joel Embiid vient de lancer la campagne 2023-2024 sur des bases irréelles. Au mois de décembre, il a écrasé la compétition en enchaînant les performances sur le terrain, les unes après les autres. Un bémol s'imposait toutefois selon certains observateurs, à savoir la qualité des adversaires. On a dit, ouais, mais le gars se bat contre des équipes qui sont dans les bas-fonds du classement dans chaque conférence. Ok, pourquoi pas. Et il y a quelques jours de ça, voilà que les Sixers ont battu les Wolves, première équipe de la ligue, avec 51 points pour Joel Embiid. Anthony Edwards qui a dit à la fin du match, mais ce mec est absolument incroyable. Ouais. Donc je pense que ça a un peu mis tout le monde d'accord. Les Sixers ne comptent que 4 défaites avec Joel Embiid sur le terrain cette saison. Les autres défaites, c'était quand il n'était pas là, ou quand il était au repos, quand il était blessé, ou je ne sais quoi. Et Charles, est-ce que Joel Embiid est en tête de ton classement du MVP actuellement ? Ah, je comprends même pas qu'il puisse y avoir débat. C'est fou, hein ? Ah, non, mais il fait un début de saison tellement remarquable, et pas que dans les perfs, hein, même dans l'attitude, je trouve qu'il y a vraiment rien à redire. Enfin, en fait, même toi, le fan absolu de Nikola Jokic, l'a reconnu la semaine dernière. Aujourd'hui, il est l'immense favori à sa propre succession. De toute façon, c'est simple. Il a loupé 2 matchs fin novembre, là. Et depuis son retour, là, depuis début décembre, c'est n'importe quoi. Sur les 8 matchs, il tourne à plus de 41 points, 13 rebonds, 61% au shoot, 92% au lancer franc. T'as cité cette performance face aux Wolves, qui sont non seulement la meilleure équipe de la ligue, mais aussi la meilleure défense de la ligue. Il était face à un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur intérieur de la NBA, Rudy Gobert. 51 points, 12 rebonds dans la tronche des Wolves. Alors, Gobert, après le match, c'est un peu plein du fait qu'on sifflait trop de fautes quand il était au contact d'Embiid, etc., etc. Il faut être conscient, enfin, il faut être cohérent. Il y avait rien à faire face à Embiid de ce niveau-là. Plus globalement, là, il est sur une série de 12 matchs de suite à plus de 30 points, 10 rebonds. C'est une série qu'on n'a pas vue depuis 50 ans et un certain Karim Abdul-Jabbar, petit joueur inconnu. Enfin, il est en train de faire une saison, Joel Embiid. Anthony Edwards, tu l'as dit, il l'a dit avec des mots très simples. Il est absolument inarrêtable. En fait, Joel Embiid, partout où je regarde dans la préparation, oui, clairement, on en a parlé la semaine dernière et je t'ai dit, oh là là, je sens
Je sens que le truc enfin, où le mec est inarrêtable, quoi. Ouais. Clairement. Voilà, comme le dit Edward. Tu le sens, mais je m'étais pas plongé dans le truc. Si tu te plonges dans les stats, tu réalises que Joel Embiid affiche le meilleur player efficiency rating De loin. de l'histoire. Oui, De voilà. l'histoire de la NBA. Devant la meilleure marque, qui est celle de Nikola Jokic en 2022. Et en troisième position, c'est Will Chamberlain en 1962. En parlant de Will Chamberlain 1962, donc l'année où il marque ses 100 points, l'année où il tourne, s'il vous plaît, messieurs, dames, à 50,4 points par match en jouant 48,5 minutes en moyenne par match. Oui, plus que le temps réglementaire d'un match, parce que il jouait toutes les minutes, et donc toutes les minutes aussi des prolongations. C'est le premier joueur, Joel Embiid, depuis Will Chamberlain en 62, à tourner à plus d'un point par minute joué sur le terrain. C'est-à-dire que chaque minute passée, il marque plus d'un point en moyenne à chaque fois, quoi. C'était pas vu depuis cette époque. C'est complètement taré. Il talonne Nikola Jokic en box plus minus. Ses stats avancées, que ça soit offensivement, en post-up, en défense, en termes d'efficacité au scoring, c'est n'importe quoi. Et peut-être le détail le plus hallucinant pour moi, personnellement, c'est qu'il tourne à plus de 6 passes décisives par match, ce qui est de loin la moyenne la plus élevée de toute sa carrière. Il a donc fait énormément de progrès dans sa vision du jeu, dans sa façon de se dire, tiens, est-ce que j'ai la possibilité de tirer, de marquer, de provoquer une faute? Non, je passe. Et tu sens bien que ça change énormément de choses pour tout ce qui se passe sur le terrain. Et voilà. Ah oui, non, mais c'est... Cette équipe, en fait, on s'est posé la question, toi et moi d'ailleurs, à quel point la présence de Nick Nurse change et permet à Joel Embiid. Est-ce que Joel Embiid est libre dans sa tête après avoir gagné ce titre de MVP l'an dernier, ou est-ce que c'est Nick Nurse qui le met dans des conditions encore plus confortables qu'auparavant? Bref, moi je pense que c'est un peu un tout. En fait, cette saison, moi de base, je vais être honnête, je suis pas le plus grand fan d'Embiid à la base, mais vraiment cette saison, je le trouve vraiment différent, je le trouve apaisé. Alors, il y a plein de raisons possibles. T'en as cité deux, le fait d'avoir eu son MVP la saison dernière qui lui a fait passer un cap mentalement. Est-ce que c'est l'affaire Harden et le départ d'Harden de l'équipe? Est-ce que c'est le coaching de Nick Nurse? Est-ce que c'est l'arrivée de Batum qui lui profite beaucoup et qu'il apprécie énormément? Il a fait plein de Et bonnes Charlie, saisons. Oui, Batum, c'est marrant que tu dises ça. Permets-moi juste de sauter sur ce truc-là. Batum est présent dans toutes les meilleures combinaisons d'effectifs bien sûr. impliquant Joel Embiid. Joel Embiid et Nicolas Batum, c'est le meilleur net rating de l'équipe des Sixers. Depuis qu'il est arrivé, dès qu'il est associé à Joel Embiid, excusez-moi, hein, je vais être cru, il défonce tout le monde. Absolument. Le 5 majeur le plus dominant de la NBA en net rating, avec minimum 200 minutes jouées ensemble sur le terrain, ce sont les Sixers avec Joel Embiid, Tyrese Maxey, Tobias Harris, D'Anthony Melton et Nicolas Batum. Ouais, et Embiid en a pleinement conscience. À chaque fois qu'il évoque Nicolas Batum, il n'a que des compliments à la bouche. Après la victoire face à Minnesota, il a mis en valeur sa polyvalence, sa capacité à shooter, à passer, son QI basket. C'est, c'est clair que Batum est le joueur parfait. Dans ce trade, ils ont mis la main sur Batum et ça peut avoir, enfin, vraiment, ça a tout changé en fait à leur saison. Ça a des conséquences qui sont énormes. Et ouais, c'est génial de voir ça. C'est à la fois génial pour Embiid, mais aussi pour nous de voir Batum dans ce système-là, aux côtés d'un joueur comme ça, et surtout à ce point-là reconnu à sa juste valeur, parce que Batum c'est un joueur qui a pas toujours été reconnu à sa juste valeur en NBA, parce que c'est pas un joueur qui est très clinquant, c'est pas un joueur qui fait des highlights tous les soirs, mais c'est un joueur qui est tellement bon dans tous les domaines que bah, il est indispensable dans une équipe ambitieuse. Donc ouais, Embiid il profite de tous ces éléments-là et il est vraiment en train de réaliser une saison qui est phénoménale. Tu l'as dit, c'est une saison qui est historique de par les chiffres. C'est une saison qui en plus se passe très bien d'un point de vue collectif, alors on avait forcément des doutes avant que le trade d'Arden arrive. On se demandait un peu comment ça allait passer. Rappelle-toi, on se disait même à un moment, Embiid il va en avoir marre de toutes ces histoires. Embiid il veut gagner, le MVP ça lui suffit pas, il veut un titre, etc., etc. Bon bah voilà, là, y a rien à redire et c'est totalement logique qu'aujourd'hui il apparaisse en tête du sondage fait par ESPN auprès de 100 journalistes NBA américains au sujet du MVP, parce que pour moi, y a pas débat aujourd'hui. Et pourtant, je suis presque autant fan de Jokic que toi. J'adore Jokic, mais Embiid aujourd'hui est absolument indiscutable à mes yeux.
Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que sa domination individuelle est accompagnée d'une domination collective. Je Et oui, regardais également la chose. Les Sixers aujourd'hui sont juste derrière les Pacers pour la meilleure attaque de la ligue. Et ils sont juste derrière Boston pour la meilleure défense de la ligue. ouais, non, ça se passe très très bien et c'est cool aussi pour Nick Nurse parce que ça fait plaisir de voir que ce qui s'est passé à Toronto, c'était pas un accident et que Nick Nurse est effectivement un très très bon coach. Ouais, c'est les Wolves, c'est les Wolves. Ils sont juste derrière les Wolves pour la Oui, les meilleure Wolves. défense de la ligue. Euh, et leur net rating est de loin premier de tout, mais loin devant tout le monde. Hein. C'est pas un peu. Ils sont en net rating sur NBA.com, ils sont à 11.5. Le second, c'est Boston à 9.1. C'est ouais. C'est n'importe quoi. En fait, 11.5, c'est un truc qui est dans les mêmes, dans le même partie de tableau que des équipes comme les Warriors de 2017 et pas loin derrière les Bulls de 96. Quoi. On parle des équipes, des meilleures équipes all-time de toute la NBA. Ouais, et puis non mais je te dis Et même on parle de ça alors que les Sixers potentiellement avec Daryl Morey euh, et Daryl Morey qui sait très bien il ne va rien il est dans une position hyper confortable tout d'un coup, Daryl Morey, contrairement au début de saison. C'est que là, il a rien à précipiter. L'équipe roule, ça ronronne, ça tourne tout seul, c'est parfait, c'est nickel. Et demain, il peut essayer si la bonne occasion se présente, il peut essayer de venir, essayer de recruter un bon role player. Et c'est ça avec l'explosion de Maxi sur la scène, qui est le parfait numéro 2 pour Joel Embiid, c'est que Daryl Morey n'a plus à aller chercher une seconde star. Il a juste à se contenter d'aller chercher un mec comme Alex Caruso ou un joueur un joueur de complément qui va venir additionner ses talents à cet effectif qui est excessivement dangereux. tout à fait. Et d'ailleurs, Daryl Morey, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2028, il me semble, a bien profité de cette période pour prolonger son contrat. Bravo à lui. Bah, Mais il ouais, peut, non, enfin, je veux dire, quand tu vois la situation de tout à fait merde au début mérité. de saison, c'est fou. Ouais, ouais, non, mais c'est ça, c'est tout à fait mérité. Et ouais, non, vraiment, Embiid, c'est dingue. Le niveau actuel, enfin, le niveau auquel il est actuellement, c'est absolument phénoménal. Hmm. Alors, j'ai regardé un petit peu l'impact de Nick Nurse sur le jeu des Sixers et de Joel Embiid en particulier. Si tu regardes un peu les chiffres par rapport à la saison passée, tu remarques que les Sixers jouent beaucoup moins en isolation. Spoiler alert, sans déconner, Ouais, il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus James Harden, donc forcément il y a moins d'isolation. Joel Embiid, il l'utilise beaucoup plus au poste, ce qui paraît surprenant parce que tu te dis, bah comment ça, Joel Embiid jouait déjà au poste, mais là il le met d'autant plus dans cette position. Il oblige également l'équipe à jouer beaucoup plus en contre-attaque qu'auparavant. Quand tu regardes leurs points en contre-attaque, inscrits en contre-attaque, ça a augmenté. Et Joel Embiid, quand il est sur le terrain, participe à cet effort collectif. Quand il est sur le terrain, il n'y a pas forcément de ralentissement drastique dans le rythme de jeu des Sixers. Euh, et il donne également plus de liberté à Joel Embiid d'utiliser sa domination physique dans la raquette, ce qui génère énormément de lancers francs. Alors, son ratio est un des moins élevés de sa carrière, étrangement. J'ai regardé ça. Alors que tu as l'impression qu'il en shoot, je sais plus, il en shoot plus d'une dizaine par match, largement. Mais, euh, mais en fait, il y a des prises de position dans la raquette que tu voyais pas auparavant. Et c'est évident que Nick Nurse appuie sur le fait que à partir du moment où tu as un switch, ou à partir du moment où tu as un semblant de domination physique de la part d'Embiid vis-à-vis de son adversaire direct, ce qui est le cas dans 98% des situations, tu vois qu'il va chercher à enfoncer immédiatement son adversaire, quoi. ouais, et C'est impressionnant. il y a un autre truc sur lequel Nick Nurse insiste assez souvent en interview depuis le début de la saison, c'est le fait de varier. En fait, il parle beaucoup du fait qu'aujourd'hui, Embiid est capable de faire des choses très différentes, de varier le rythme, et que ça crée énormément le doute chez les défenseurs, et que c'est quelque chose, en fait, qui lui permet d'avoir beaucoup plus de possibilités qu'avant et sans du tout, je sais que j'ai la réputation de ne pas du tout aimer Doc Rivers, mais sans vouloir clasher Doc Rivers, qu'on sait que Doc Rivers, la variation dans le jeu, c'est pas un de ses très grands points forts. Et ça, avec Nick Nurse, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus du côté de Philadelphie et c'est quelque chose dont Embiid profite énormément. Oui, il y a un mouvement permanent sur le terrain qu'il n'y avait pas l'an dernier. Encore une fois, pas étonnant avec James Harden qui, enfin, tu me diras, on vient de parler des Clippers, on vient de dire que le ballon bougeait, donc
Il y a une combinaison entre James Harden et Doc Rivers, clairement. Oui. Et c'est pas tacler Doc Rivers que de dire ça, c'est sa façon de coacher, sa façon de créer ses systèmes, Ah bah, probablement. il a eu des grands succès comme ça. Il y a pas de. Oui, oui, tout à fait. Et puis alors là, en quelque part, on a la preuve qu'en tout cas, il avait complètement son mot à dire là-dedans. Et tu vois bien que le mouvement impliqué par le jeu prôné par Nick Nurse, euh, en fait, crée un nombre incalculable de micro-décisions par rapport aux défenses adverses. Et dès qu'il y a un switch sur Embiid qui convient pas, mais tu sens que c'est la panique à bord, quoi. À juste titre, d'ailleurs. Parce que Embiid va enfoncer immédiatement. Ah, il sanctionne. Et il Mais y a rien à faire. ouais. Immédiatement, c'est prise à 2, voire prise à 3 s'il est à moins de 2 mètres du panier. Et c'est soit faute, soit une passe à un joueur complètement seul. Et derrière ça, t'as également la dynamo qui est Tyrese Maxey, le génie basket de Tyrese Maxey qui, dans ses capacités à accélérer le jeu, à jouer en pénétration, à tirer à 3 points, à créer des tirs pour les autres, pour lui et pour Embiid, enfin, je veux dire, il y a une alchimie de dingue aux Sixers actuellement. Ouais, et effectivement, comme tu l'as dit, Embiid se trompe très peu. Il identifie très rapidement les mismatchs, il se trompe très peu dans ses choix, dans ses décisions, et donc il y a beaucoup moins de déchets dans le jeu. Non, c'est très très, Ouais. très fort ce qu'il fait Joel Embiid. Très très Oui, bonne saison. complètement, ouais. Alors, il y a, pour mettre un petit bémol quand même dans cette histoire de Joel Embiid, on sait tous que un mec comme lui, comme Jason Tatum, comme d'autres joueurs comme ça, qui ont encore des choses à prouver, aux yeux de certains tout du moins, on sait tous que tout ça, ça va se jouer en playoff. Bien sûr. La saison régulière, c'est une chose, les playoffs, c'en est une autre. Et forcément, l'espoir côté Sixers, c'est de se dire, on espère, comme pour les Clippers avec Kawhi, on espère qu'il sera en pleine possession de ses moyens en avril prochain et sur la totalité des playoffs, parce que chaque année, c'est la même chose. Joel Embiid arrive en playoff, commence le premier tour et souvent se blesse à un moment ou un autre et ensuite traîne ses blessures jusqu'à l'élimination au deuxième tour. C'est toujours comme ça que ça s'est passé quasiment avec lui. J'ai tendance à ne pas, j'aime pas trop le fait de le voir beaucoup trop scorer quand il fait un face-up vers le panier. C'est-à-dire que plus que de jouer sur ses appuis et vraiment en essayant de bouger son défenseur, il a tendance à beaucoup choisir le tir à mi-distance, voire des fois le tir à 3 points, alors qu'il pourrait, il y a du temps sur l'horloge pour travailler et trouver une autre ouverture. Et je me demande, je veux dire, tu vois, on a déjà vu Joel Embiid très très efficace dans son scoring à mi-distance, au tir et ainsi de suite. Et une fois arrivé en playoff, les pourcentages s'écroulent totalement. Et tant que je le verrai pas faire la même chose en playoff, j'aurais pas de, je serais pas rassuré par rapport à sa capacité à le faire, quoi. Ouais, bah ça, je suis assez d'accord. En tout cas, de toute façon, c'est une évidence qu'aujourd'hui, là où on l'attend, c'est en playoff. Je veux dire, aujourd'hui, l'avantage que Jokic a sur Embiid, c'est pas le fait d'avoir plus de titres de MVP que lui, c'est d'avoir la bague, en fait. C'est toujours le juge de paix quand on va comparer des joueurs exceptionnels. C'est le fait d'avoir emmené son équipe au titre. Écoute, Mais c'est surtout pour moi, le grand point de différence entre être une superstar et faire partie de cette micro-société qui est l'élite totale du basket, quoi. Les Jordan, les Steph Curry, les LeBron James et ainsi de suite. Et oui, Jokic nous l'a prouvé l'an dernier, par exemple. ouais, bah, pas que l'an dernier, en fait. Enfin, la capacité. Non, mais je veux dire, la capacité à sublimer au moment oui, où on attend que tu le fasses et au moment où il faut le faire. Et c'est ça qui, pour moi, distingue. Tu vois, enfin, j'ai pas envie de faire un tacle gratos à Tatum et à Jaylen Brown. Mais Steph Curry qui gagne ce match face à Boston l'autre fois, la façon dont il prend le match à son compte, quand tu vois Tatum, son historique, même l'an dernier, Tatum face à Miami et Tatum et Brown, hein, moi, quand je vois ça, j'ai encore des doutes sur le fait que ce gars-là, aussi bon soit-il, aussi impressionnant soit-il, soit capable de mener cette équipe de Boston au-delà de ce qu'il, de dépasser l'ultime frontière, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Après, en fait, c'est aussi ça qui est terrible, si tu veux, c'est que Embiid,
il peut nous faire une saison à 35 points, 13 rebonds, tout ce que tu veux, etc. Ouais. Si en playoff ça se passe comme la saison dernière, Ouais. avec un Game 7 perdu de plus de 20 points, où il score C'est ça. difficilement 15 Où le points, gars, il va marquer 5 sur 22. Bon, voilà, et ben c'est ça l'image qu'on retiendra de sa saison. Et c'est aussi ça qui est terrible, si tu veux, en NBA, c'est que complètement. tu vois, genre vraiment là, on vient de passer, je sais pas, 10 minutes à dire à quel point il est injouable, phénoménal, incroyable, à quel point c'est historique ce qu'il fait. Bah, si en mai ça se passe pas bien, et qu'il Tout le nous, monde va lui tomber dessus. ouais, et qu'il nous finit une série de playoffs comme il a fini la série de playoffs face à Boston la saison dernière, bah tout le monde va dire ah bah voilà, bah Joel Embiid, il fera jamais gagner son équipe quoi. Et c'est C'est un ça. côté qui est très injuste, mais en même temps c'est normal, tu vois, parce que le juge de paix c'est les playoffs. Complètement. Complètement. Et c'est ça que, enfin, moi, je crois que c'est un des trucs qui est le plus grand, voilà, le plus grand séparateur entre les joueurs, c'est leur capacité à arriver en playoff et à maintenir un niveau de jeu, voire à sublimer encore leur niveau de jeu et à Ouais. répondre présent dans les moments où t'as l'impression que tout s'écroule autour de toi. Et t'as des joueurs qui l'ont prouvé et d'autres non, quoi. Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant de Zach Kram sur The Ringer que j'invite tout le monde à aller voir. Euh, c'est un article sur Joel Embiid, justement, euh, un retour sur à quel point il est fort, à quel point cette course au MVP, on va en parler de la course du MVP maintenant, la course du MVP est passionnante cette saison, et il indique que Joel Embiid, cette saison, possède comment dire, la plus grande variation entre le fait de scorer contre les top 20 des meilleures défenses et les pires 10, les pires défenses, les 10 dernières défenses de la ligue. Et la variation, donc, il score à peu près à 30,1 contre les 20 meilleures défenses et il score à 41,4 contre les 10 plus mauvaises défenses. Et voilà. Et c'est une variation que je trouve assez amusante. C'est-à-dire il se gaffe contre les équipes mauvaises et Ouais, il il a en un profite. niveau correct, on va dire, contre les équipes, contre les bonnes équipes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et chose étonnante, c'est Jokic, par exemple, a une variation de moins 1,8. C'est-à-dire qu'il est meilleur contre les meilleures défenses que contre les mauvaises. Enfin, il score plus, en tout cas. C'est pas une question d'être bon ou moins bon, c'est une question de scoring, tout simplement. Joueur atypique. Mais ouais, enfin bref, ça veut pas dire grand chose, mais voilà. Sur cette course du MVP, pour terminer sur Joel Embiid et tout ça, je veux dire, on est quand même face à une course de MVP enfin, je sais pas. Les dernières années, on a eu un peu le même trio, Embiid, Jokic, Antetokounmpo. Ouais. Mais là, j'ai envie de te dire, ça continue de se corser en fait. Par exemple, je cite juste un mec comme ça, mais Shai Gilgeous-Alexander. Bien sûr. Où est-ce que tu mets ce gars-là dans cette discussion du MVP aujourd'hui? Quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, individuellement, et là où il est en train d'emmener son équipe du Thunder, qui, il y a encore 2 saisons, était au fin fond de la conférence Ouest. Bah, il se greffe au débat, mais pour moi, il reste. Enfin, si je devais vous donner un classement, tu vois, un top 5 du MVP aujourd'hui, je suis pas sûr que je le mettrais devant ni Embiid, ni Jokic, ni Antetokounmpo, honnêtement. Parce que les trois sont encore. Je trouve qu'ils sont encore un peu devant. Après, c'est hallucinant de voir qu'il est déjà à ce niveau-là. Shai Gilgeous, il est monstrueux. Il fait gagner son équipe. Aujourd'hui, le Thunder, ils sont deuxième à l'Ouest et c'est pas du tout immérité. C'est pas une question de circonstance. C'est complètement logique. Mais oui, moi, déjà pour moi, le vrai duel, Giannis on le cite parce que bah évidemment qu'il fait partie de ces joueurs-là, mais la vraie course, c'est Embiid Jokic, c'est la même que la saison dernière, quoi. À mes C'est yeux, sûr. du moins. C'est sûr. Après, Jokic, tu sens bien cette... Enfin, déjà, tu sens bien qu'il est... il a poussé un peu en début de saison en raison de l'absence de Jamal Murray. J'ai l'impression qu'il est quand même en mode je me réserve, quoi. Il a bien conscience dans sa tête que en fait, toute cette saison NBA, c'est un marathon, on le sait tous, et que ça sert à rien de partir sur les chapeaux de roue et d'enchaîner les stats. Ceci étant dit, le gars est quasiment en train de tourner un triple-double en moyenne actuellement. Il a déjà 10 triples-doubles cette saison. Et ce qui est très drôle, par exemple, tout à l'heure, je te parlais des effectifs les plus efficaces de la ligue. Et ben, Jokic, il apparaît 2 fois dans ce classement avec donc son équipe de Denver,
un 5 avec le 5 classique de Denver, Jamal Murray, Jokic, Aaron Gordon, Caldwell Pope et Michael Porter Jr. et un autre où tu remplaces Jamal Murray avec par Reggie Jackson. Mais ces deux 5-là font partie de l'élite des 5 majeurs de la ligue avec un certain nombre de minutes jouées, quoi. Ouais, bah oui, mais en même temps, il est... Et ça me fait rire, en fait. Il est tellement en valeur, les joueurs avec qui il est. Ça me fait rire. Mais Shai Gilgeous-Alexander, je suis désolé, mais c'est les stats qu'il est en train d'avoir. Il manque pas de reconnaissance, hein, Shai Gilgeous-Alexander. Il était first team All-NBA la saison dernière. Je veux dire, il y a aucun problème sur le fait qu'il soit reconnu, quoi. Mais il est en train d'aligner des stats qui sont proches ou qui côtoient ou qui sont similaires à des joueurs comme Michael Jordan, Allen Iverson, Steph Curry. Il est là aujourd'hui, Shai Gilgeous-Alexander. Et là, on parle de ça. Et par exemple, on n'a pas encore parlé de qui? On n'a pas encore parlé de Luka Doncic, qui pareil est complètement fou cette saison. Jason Tatum, je pense, a encore son mot à dire dans cette course. Si à un moment donné, il a un coup de chaud et qu'il force les projecteurs sur lui, quoi. Ouais, bah, ouais, et puis il y a Haliburton qui est derrière aussi, même Il y a si les Haliburton résultats aussi. collectifs sont moins bons. Ouais. On pourrait presque parler de Kevin Durant quelque part. Quand tu vois Phoenix qui joue sans Bradley Beal, beaucoup de matchs sans Devin Booker et la constante c'est Kevin Durant en permanence. Anthony Edwards, est-ce qu'on le place là-dedans ou pas? J'en sais rien. Ah, c'est le leader de la meilleure équipe de la ligue. On va de la meilleure équipe à l'ouest, en tout cas. Donc oui, on peut au moins le citer. C'est compliqué de l'écarter, ouais. Ah ouais, bah d'ailleurs, il est dans le top 10 du classement fait par ESPN. Enfin, pas par ESPN eux-mêmes, mais par les journalistes américains qui couvrent la NBA. Le top 10, c'est Embiid, Jokic, Antetokounmpo, Shai Gilgeous, Luka Doncic, Jason Tatum, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Kevin Durant et LeBron James. Ouais, LeBron. L'éternel. L'éternel, ouais. Et à noter que Rudy Gobert est 12e de ce classement. Ce qui mais fait ouais. plaisir, Cocorico. Ouais, toi et moi, à un moment ou un autre, l'année prochaine, là, au mois de janvier, on va parler de Rudy Gobert plus en détail. Ouais, il le mérite vraiment. Cette saison est remarquable. Ouais, il faut parler de cette espèce de métamorphose qu'il y a eu dans le jeu de Rudy Gobert. Plus profondément, plus que ce qu'on ne fait parce que tout le monde était tellement prompt à lui tomber dessus l'an dernier, à dire qu'il était mauvais, à dire qu'il était hors de forme, qu'il était en train sur la pente descendante de sa carrière bientôt, et pas plus tard que pendant le mondial. Hein. Les gens étaient en train de finir de l'enterrer à ce moment-là quasiment. Et quand tu vois la saison qu'il est en train de nous pondre, ouf. Ouais, non, il fait une saison extrêmement sérieuse et effectivement, c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué la saison dernière. Toute cette équipe a été beaucoup critiquée la saison dernière. Le projet Towns-Gobert, pas grand monde n'y croyait, à commencer par moi. Hein. Et ouais, non, les Wolves font une magnifique saison et Rudy Gobert est en train à retrouver un niveau absolument remarquable et ça fait plaisir de le voir, même si évidemment ça ne rapporte rien, ça va rien changer pour lui, mais voir son nom mentionné dans un truc comme la course au MVP, bah c'est génial en fait. Franchement, je sais pas où est-ce que vont terminer les Wolves dans cette saison. Tu me dis qu'ils sont, enfin, tu me dis, je les vois en finale NBA, je vais pas trironner, clairement. Défensivement, ce qu'ils sont capables de faire et Anthony Edwards, vu le talent qu'il a entre les mains et cette équipe, enfin, je veux dire, cette équipe est incroyable. Cette équipe est vraiment incroyable. Le 5 majeur des Wolves est absolument hallucinant. Ouais. Il faudra parler de Tim Connelly, qui a bâti cette équipe de Denver avant de se barrer et de laisser Calvin Booth prendre la suite. Il arrive aux Wolves, il fait ce transfert pour faire venir Rudy Gobert. Il envoie balader D'Angelo Russell pour récupérer Mike Conley, qui est un coup absolument de génie, qui a totalement stabilisé son projet de construction. Ouais, je veux dire, il y a un moment, ce gars-là, va falloir quand même lui donner ses lauriers, quoi. Ouais, et puis avoir maintenu Chris Finch malgré les critiques la saison dernière. Excellent coach, Chris Finch. Bah bien sûr, hein, non mais bien sûr, effectivement, les choix qui ont été faits dans cette franchise sont très très bons et là ils sont en train d'en récolter les fruits. C'est super, mais je suis absolument, comme tu l'as dit, incapable de me projeter sur la suite pour cette équipe, savoir où est-ce qu'ils seront, tu vois, où est-ce qu'ils seront à la fin de la régulière, jusqu'où ils vont aller en play-off. C'est trop dur aujourd'hui, je trouve, de se projeter là-dessus.
J'espère. Alors, tu vois, on parlait de blessures tout à l'heure, les trucs qu'on n'a pas envie de voir. J'ai pas envie de voir Mike Conley se blesser, lui, tu vois. Ouais. Encore un joueur que j'ai envie de voir tenir toute la saison. Et Dieu sait que son historique ne joue pas en sa faveur. Non, On va terminer le podcast avec Bilal Koulibaly derrière les tours de contrôle que sont Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Un autre rookie réalise discrètement une saison très prometteuse avec une progression constante depuis son premier match chez les Wizards. J'ai nommé Bilal Koulibaly. Sa défense est exceptionnelle pour son âge et pour un joueur de première année surtout, au point que le coach Wes Unseld Jr. lui confie chaque soir la mission de défendre le joueur adverse le plus fort dès qu'il rentre sur le parquet. Son taux d'usage est microscopique, d'autant plus qu'il partage le terrain avec deux croqueurs légendaires que sont Jordan Poole et Kyle Kuzma. Terrible. Mais ses minutes de jeu sont constantes. Il tourne à plus de 26 minutes de moyenne quand même. Signe qu'il a gagné la confiance de son coach assez rapidement. Et on voit bien ces derniers temps, dans la façon que Wes Unseld a géré sa rotation, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer une potentielle entrée dans le 5 majeur de Bilal Koulibaly. Charles, quel est ton sentiment sur ce début de carrière de Bilal ? Oh bah il fait vraiment plaisir. Alors oui, forcément, comme tu l'as dit, on en parle moins que de Wembanyama. C'est chiant qu'il joue à Washington, c'est voilà. chiant. Alors ça, c'est pas facile de regarder Washington. J'allais pas. Alors c'est l'enfer. Non, tu rigoles. Non mais là tu rigoles, mais moi je rigole pas. Hein. Non mais moi non plus je rigole pas. Je tourne ça à la rigolade parce que bon, je vais pas me mettre à chialer, mais des fois j'ai envie de pleurer. Ah ouais, il y a des moments où vraiment parce qu'on a envie de voir jouer Bilal Koulibaly parce qu'il fait honnêtement de très très bons débuts en NBA. En plus, il est en train de se faire un nom. Ses prestations ne sont pas du tout passées inaperçues. Depuis le début de la saison, il a tapé dans l'œil de pas mal de ses adversaires et pas les pires. Hein. Giannis Antetokounmpo notamment lui a rendu hommage après la rencontre entre les Bucks et les Wizards où il a mis en avant sa défense, ses attitudes sur le parquet, son état d'esprit. Il s'est même permis de lui donner quelques conseils pour la suite, ce qui est plutôt sympa de sa part. Donc ouais, c'est très très positif et puis on le sent vraiment bien, on le sent très à l'aise en NBA. Les Wizards ont sorti une vidéo sur ses débuts il y a 2-3 semaines là, dans lequel il a vraiment l'air d'être bien dans ses baskets, bien dans ce qu'il fait, bien installé dans sa nouvelle vie de joueur NBA. Voilà, Bilal Koulibaly, on savait que défensivement il pourrait apporter dès sa première saison. On l'attendait peut-être pas à ce niveau-là, mais on savait qu'il pouvait apporter. Il y avait plutôt des doutes sur sa capacité à scorer, sur son shoot notamment. Pour le moment, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il répond aux critiques. Il tourne certes qu'à 9 points par match, mais il est à plus de 41% à 3 points. Il est le mois de décembre, Charlie, de Bilal Koulibaly, c'est quasiment 14 points en moyenne, 61,5% au tir, 43,5 à 3 points, et ouais, il monte en 5,7 rebonds, 1,7 passes et 1,7 interceptions. Le mec est juste dans une courbe mais ascendante de dingue. Tout à fait. Et c'est génial. Et il est en sortie de banc certes, mais il est souvent présent dans les moments importants. En témoigne d'ailleurs sa défense sur Jeremy Grant en fin de match face à Portland la nuit dernière. Bref, tous les gens qui l'entourent à Washington n'ont que des compliments à la bouche le concernant, qu'il s'agisse de son attitude sur le parquet ou en dehors, sa capacité d'écoute et d'apprentissage est tout le temps mise en avant. En fait, pour le moment, c'est des débuts rêvés pour Bilal Koulibaly. Tout se passe bien. Tous les voyants sont au vert, donc évidemment, on lui souhaite de continuer comme ça, de valider toutes les bonnes choses qu'on entend de la bouche de ses coéquipiers comme de ses adversaires. On voit des comparaisons fleurir le concernant sur les réseaux sociaux notamment. Un coup, il est comparé à Giannis, un coup, il est comparé à Kawhi. Bon, on va certainement pas s'enflammer dans ces dimensions-là, mais c'est quand même extrêmement positif. Alors voilà, il y a ce problème. Il est à Washington, c'est compliqué dans le jeu, dans les résultats. Le problème, c'est que je suis même pas sûr qu'à moyen terme, les perspectives soient très reluisantes. Ouais, c'est ça. Mais bon, il faut voir le verre à moitié plein. Au moins, il va en profiter pour se montrer. Effectivement, tu l'as dit, on peut espérer que assez rapidement, il intègre le 5 majeur, qu'il puisse se mettre en valeur. Bon, les perspectives collectives à moyen terme sont pas très reluisantes, mais de toute façon, aujourd'hui, il en est pas là, Bilal Koulibaly. Ce qui compte pour lui, c'est de faire son trou en NBA, de montrer à tout le monde qu'il a sa place dans cette ligue et qu'il est un joueur d'avenir. Moi, aujourd'hui, j'en ai pas le moindre doute, quoi. Mais c'est excessivement impressionnant ce qu'il est en train de proposer. Ouais, c'est trop bien. Et j'ai mis le temps avant d'en parler parce que franchement, c'est pas facile de regarder Washington. Ah ouais, je le répète.
Je peux te dire, Mais le début de saison où tu te coltines tous les matchs des Spurs et tous les matchs des Wizards, il y a des moments où c'est dur. là, c'est de l'amour, tu vois. Là, c'est de l'amour pour les joueurs français, quoi, clairement. Ouais. Mais non, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je le vois, notamment la façon dont son coach l'utilise. Quand tu vois qu'il est capable de défendre sur un mec comme Brandon Ingram, puis le match d'après, il va défendre sur Tyrese Maxey, puis le match d'après, il va défendre sur Luka Doncic, et le match d'après, il va défendre sur Jason Tatum. Il est capable de défendre sur n'importe quel type de joueur. Ouais, bah, d'où Et les il est utilisé comme tel, en fait. Ils ont pas vraiment d'autres joueurs capables de faire ça dans cette équipe. Et ça, c'est ultra positif pour lui. Et il y a une citation que j'ai adorée en travaillant sur Bilal. C'est Jordan Poole qui dit, ah, mais quand Bilal, quand tu le vois, ce qui m'impressionne le plus avec Bilal Coulibaly, c'est que quand tu le vois, t'as l'impression qu'il a tout à fait sa place en NBA, quoi. Ouais. Qu'il a, et tout est normal, en fait. Il est là, en NBA, il joue, il est en train de défendre sur Luka Doncic, mais il y a aucun problème, quoi. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel. Et ça, j'adore, en fait. Parce que dans sa mentalité, et je trouve que chez certains joueurs français ces dernières années qui sont arrivés dans la ligue, un des gros problèmes est souvent un problème de mentalité. C'est pas une critique enfin, je sais pas de les critiquer en tant que tel. Chacun est comme il est dans sa personnalité, tu vois. T'es construit comme t'es construit, point barre. Mais Bilal Coulibaly, ce qui me rassure, c'est qu'il a je sais pas, il a ce truc, quoi, qui fait que je me dis pas, oh mon Dieu, il va se faire manger tout cru par cette ligue. Ouais, c'est Non, ça, je suis d'accord, dans les pas du tout. attitudes, ouais. Un truc qu'on Alors aurait que pouvait un peu Nilikina, penser. Voilà. très vite, tu as senti qu'il y avait une faiblesse. Bah, j'allais dire la même chose, ouais. Kylian Hayes, c'est pareil. Tu sens il est pas confortable. Il est bon, il y a du talent. Le talent, il est perceptible, mais il y a pas ce côté où tu te dis, ah, il est à l'aise. Non, il y a pas ça, quoi. Ouais, ouais, je Koulibaly, suis tout à fait à d'accord. contrario, tu le vois, il tente des choses en attaque, mais il tente des trucs. Charlie, mais t'es là, what? Ah ouais, non, il a vraiment pas froid aux yeux, il a pas Il a, peur, ouais, il il tente connaît des ses trucs, il est très qualités. bon, quoi. Et puis Complètement. ça, c'est aussi son entourage, tu vois, le fait qu'il soit autant mis en valeur et mis en confiance par ses coéquipiers et par sa franchise, c'est forcément positif et ça se ressent forcément sur son jeu aussi. Et c'est génial. Et dernier truc qui est génial avec Bilal Coulibaly, c'est qu'il dit très ouvertement qu'il rêve des Jeux Olympiques et qu'il veut absolument faire les JO en 2024. Donc, on croise les doigts pour qu'il y soit. Parce que moi, j'aimerais vraiment bien voir Bilal Coulibaly avec les Bleus. J'ai tellement hâte de voir à quoi ça va ressembler cette équipe. Qu'est-ce qu'ils vont Attends, faire? Est-ce attends. que Est-ce qu'il y sera, hein, parce que non, non, mais voilà, mais même toi, quand je pour le regardais le coup, t'as le Thunder là, sélectionneur. Ousmane Dieng, tout ça, tous ces joueurs français là qui sont là, qui sont jeunes, où tu te dis est-ce qu'on va leur donner la chance ou pas de participer? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, il faut espérer parce que ça aurait une sacrée tronche. En tout cas, Bilal, incroyable. Ouais, vraiment, même si c'est pas facile, essayez de Ouais, regarder un peu les Wizards de jouer, ça vaut le coup pour Bilal Coulibaly. ouais, il y a Et que certains matchs, il faut sélectionner les matchs en fait. Faut pas essayer, enfin, faut pas, enfin, tant pis, faut enlever le mode spoiler là, faut regarder le score. Faut pas se taper une purge où ils se prennent 30 pions dans la tête, quoi. C'est pas trop fun de regarder un match comme ça. Mais il y a Non. quelques rencontres où ils sont dans le match. Toi, c'était quand? C'était face à Portland, là. Ouais, ouais. Euh, L'année bah, dernière. c'était cool, ce match. Ouais, ouais, cool. Ça allait. Oui, ça Non, mais allait. ça allait, Ça quoi. allait, ouais, ouais, d'accord. C'était, c'était pas les cauchemars qu'on a pu voir, notamment au début de saison, quoi. Non, c'est clair, c'est clair. Bon, enfin, Donc, pour un fan des Lakers, ça fait toujours bizarre de voir Kyle Kuzma mettre des 30 points par match, là, tranquillement. Ça fait un peu bizarre. oh, l'autre, ça y est, fan des Lakers, là, ça y est, la fine bouche. Non, mais je dis pas ça, c'est juste que Si, tu fais la fine bouche. Kuzma aux Lakers, c'est pas toujours le bonheur, quoi. Ah là là, les prétentieux, les Lakers, là, ça y est, l'élite de la ligue. Je me disais bien, un podcast où les Lakers ne sont pas critiqués, c'est bizarre. T'as vu comment je t'ai laissé tranquille? C'est parce que c'est Noël, c'était mon cadeau pour toi, ça. Ouais, heureusement, on ne parle pas de la magnifique série actuelle des Lakers. Non, non, on en parlera plus tard, t'inquiète pas. Non, c'est pas la peine. Charlie, merci de m'avoir accompagné. Bah écoute, merci à toi, et puis c'était un plaisir comme toujours, et puis bonne fête. Ouais, c'était le dernier podcast estampillé CNews. La prochaine fois que vous entendrez Charles et moi, ça sera le podcast, voilà, un podcast tout seul.
avec ses petites jambes qui va commencer à fonctionner. Je vais essayer de voir ce qu'on va pouvoir proposer de nouveau ou pas pendant la saison. On verra selon le temps et les moyens que je pourrais accorder à tout ça. Et puis voilà, on retrouvera Charles, bien évidemment, qui sera toujours là. Des nouveaux invités, toujours, qui viendront, je l'espère, toujours discuter avec nous de basket. Donc il y aura, voilà, comme je vous l'ai dit l'autre fois, un nouvel habillage sonore, nouveau visuel que vous allez découvrir même là pendant les fêtes. On va bosser sur tout ça justement pendant ces fêtes de Noël. Donc on reviendra désormais dans la semaine du 4-5 janvier à peu près. Le 5 janvier, ça sera le prochain numéro de NBA Corner, nouvelle formule. Voilà, donc d'ici là, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes en famille. Si vous bossez, bon courage. Et puis, on se retrouve en janvier pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.